Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Tademi Talks. Aujourd'hui, j'accueille une invitée un peu spéciale puisque j'accueille une collègue, mais aussi une mentor, aussi une amie, mais aussi une coach Tademi. En fait, tant de qualificatifs pour t'accueillir. Céline Lafargue, bienvenue dans Tademi Talks. Merci Sofiane, je suis très contente d'être avec toi. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. T'imagines, ça fait déjà 6 ans qu'on se connaît. 6 ans et quel immense plaisir d'avoir ce petit moment privilégié avec toi pour revenir sur ton parcours, revenir sur ton histoire. Il y a tellement de choses à raconter. Franchement, il nous faudrait, faudrait qu'on en fasse une série quelque part. C'est un défi de taille de résumer en quelques mots qui tu es en guise d'introduction. Et c'est bien pour ça qu'on est installé confortablement dans mon petit chalet de montagne. J'aime beaucoup, très chic, très cosy. Et qu'on va prendre le temps de discuter. Mais je vais quand même essayer de relever ce challenge. Qui est Céline Lafargue? Grande question. Toujours. Plus de 25 ans dans la tech, des études de droit qui t'amènent finalement vers une belle carrière commerciale. Très tôt, tu tombes amoureuse de la transmission pour aujourd'hui la mettre au cœur de ton métier chez Salesforce. Mais pas seulement, tu es aussi une coach d'exception avec un cœur énorme, toujours cette énergie positive débordante qui t'accompagne. Et bien que tu n'aies pas toujours eu confiance en toi, on va en parler. Aujourd'hui, tu es une femme incroyable et engagée qui en inspire de nombreuses autres et qui laisse les hommes comme moi admiratifs et reconnaissants. Merci, je vais revenir plus souvent, fais attention. Eh ben écoute, n'hésite surtout pas. Comment ça va, Céline? Comment tu te sens? Ça va bien, je te remercie. C'est une journée particulière pour moi parce que ma fille passe son dernier oral du bac. Donc dans quelques jours, on va être libérés des études de lycée. Donc c'est une journée un peu particulière. On a une grande pensée pour elle, on lui envoie plein de bonnes ondes positives. Et on espère que quand tu verras cet épisode dans quelques mois, t'auras tout déchiré, mais on lui fait confiance, hein. Elle est bien entourée. Céline, tu grandis à Neuilly-sur-Seine, dans un contexte familial plutôt confortable. Oui. Est-ce que tu peux nous reposer un peu ce contexte? Alors moi j'ai eu la chance, je considère que c'est une chance de naître effectivement dans un milieu plutôt favorisé à Neuilly. Moi mon père était chirurgien pédiatre, ma mère travaillait pas parce que le fait que lui avait déjà un boulot très prenant, elle allait rester on va dire femme au foyer. Alors elle avait d'autres activités plutôt orientées parents d'élèves, notamment pour mon frère. Mais moi je suis née dans ce milieu-là avec une vision du monde qui était très t'es avocat ou t'es médecin dans la vie. Et mon père avait un côté très fasciné, c'est un homme qui était très très cultivé. Il était très fasciné par ceux qui faisaient des très hautes études type ENA Polytechnique. Donc ça donne déjà un peu le niveau d'études. L'exigence aussi. L'exigence et puis la vision qu'il avait en fait de ce que ça voulait dire les études. Donc quand moi j'ai fait mes études, j'étais à Pasteur à Neuilly, parce que c'est un établissement qui est quand même assez connu, puisque c'était un bel endroit. J'ai fait mes études, j'ai eu mon bac. Et quand je suis arrivée au moment de la fin du bac, je devais à peu près avoir une confiance en moi entre 0 et 1 sur 10. C'était à peu près le niveau de confiance. Ouais. Avec absolument aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie professionnelle. Mais justement, tu vois, on va parler de cette notion de confiance, elle va nous suivre tout au long de cet échange, mais on pense souvent que venir d'un milieu aisé, ça nous exempte de tout problème. C'est sûr que ça aide sur certaines choses. Pourtant, tu as quand même dû faire face à des challenges et tu démarres donc cet âge adulte avec cette confiance assez basse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes défis de jeune femme à ce moment-là? Déjà, moi, j'avais une confiance en moi, comme je te disais, très, très basse. J'étais pas quelqu'un qui se disait que j'avais plein de potentiel, que j'allais pouvoir réussir plein de trucs. C'était plutôt l'inverse. Je me disais, de toute façon, j'y arriverai pas. Je suis nulle. J'étais pas forcément très aidée par certaines personnes autour de moi. Et c'est vrai qu'avec un père qui imaginait que de toute façon, la seule chose qui était importante dans la vie, c'était de faire au Polytechnique ou l'ENA, ça donnait pas beaucoup de perspectives autres. Et donc... alors à l'époque, nous on s'inscrivait, on n'avait pas Parcoursup, qui est un gentil bonheur aujourd'hui. Nous on avait un Minitel et on allait sur une appli qui s'appelait Ravel et on s'inscrivait sur Ravel. Et je me revois encore m'inscrire sur Ravel en fac de droit à Nanterre, habitant à Neuilly, c'était la plus proche, parce que je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Et je ne sais même pas pourquoi j'ai pris le droit d'ailleurs. C'était peut-être parce que ma mère a dû me dire c'est très bien, fais du droit. C'est un truc, je crois, un peu ancien dans les familles bourgeoises. On disait va faire ton droit et tu trouveras un peu un mari avocat, tu vois, on restait un peu dans ce mindset. Donc, le challenge pour moi, c'était surtout de... quelque part, j'avais pas du tout d'idée, j'avais aucune autonomie de pensée, je pense, par rapport à ça. Ok, c'était peut-être aussi un petit peu intimidant de trouver ta place, comment exister justement dans ce milieu un peu élitiste où voilà, il y a un papa très éduqué qui exerce une fonction assez prestigieuse, qui est assez exigeant, donc trouver ta place à ce moment-là pour exister, c'est pas évident et quelque part c'est aussi le cas c'est le cas pour de nombreuses personnes qui sont dans ta situation aussi, je pense.
Oui, et puis moi, après, moi, je ne l'ai pas dit au départ, mais tu as dit que ça fait 25 ans que je suis dans la tech. Moi, j'ai 50 ans. Donc, j'ai vécu, si tu veux, des mindsets, ou en tout cas, j'ai traversé des époques où on n'avait pas du tout la même conscience des choses et où on ne donnait pas, en tout cas, moi, je le ressens profondément aujourd'hui, voyant ma fille passer son bac, on ne donnait pas, en tout cas, moi, je n'ai pas eu d'équipement de mes parents pour bien me poser les bonnes questions sur ce que je voulais faire, tu vois, Oui, dans ma vie. t'étais pas du tout invité à l'introspection. Pas tellement. Je faisais du dessin. Moi, je dessinais beaucoup. Et je me rappelle qu'on avait été voir les écoles d'art. Mais comme j'avais une copine qui dessinait extrêmement bien. Et donc, je considérais que de toute façon, j'avais pas ma place. Parce qu'elle le faisait mieux. Tu vois, le niveau de confiance était vachement important. Donc, c'est ce genre de truc où, oui, j'avais aucune introspection. Ça restait très en surface. Mais c'est intéressant parce que chaque milieu a son lot de difficultés. Et on pense que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, quand on est dans un milieu aisé, tout est beaucoup plus simple. Mais finalement, voilà, quand on a cette exigence, quand on a presque ce chemin tout tracé qu'on doit suivre, c'est pas non plus évident. Donc moi, je te retrouve sur certains challenges. Tu décides de t'orienter vers des études de droit. Donc, on l'a dit, ça va influencer environ 8 ans de ta vie derrière, études comprises, jusqu'au moment où le destin, la vie, l'univers en décide autrement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, donc, j'ai fait mes études de droit et je suis sortie. J'ai réussi. En fait, je me suis réorientée sur la dernière année, qui est l'année de master, où j'ai quitté le droit, parce que je me suis quand même débrouillée. Je me suis quand même pas si mal débrouillée, d'ailleurs, dans mes études de droit. Ça a été un vrai travail, parce qu'il faut bosser. Le droit, c'est pas un truc qui s'improvise du tout, mais ça donne un mindset, une bonne manière de synthétiser, d'analyser. Et donc, je fais une formation de dernière année qui était une formation qui s'appelait à l'époque création et développement de PME. Donc, en gros, si aujourd'hui je voulais la faire un peu, tu vois, high level tech, je dirais c'est un MBA, tu vois, c'est un MBA. C'était un Master of Business Administration pour les small and medium business, tu vois, en gros. Et après, en sortant de ça, alors moi, c'était super parce que je sortais du côté que juridique. L'intérêt du droit, c'est que tu apprends le droit des sociétés, le droit du travail, le droit des affaires. Donc, c'est vrai que j'avais une vision quand même d'un certain nombre de choses, mais tu vois que la partie juridique ou légale d'une entreprise. Et donc là, il y a le marketing, il y a la finance, il y a les études de marché, il y a tous ces éléments-là qui me plaisaient beaucoup plus. Et quand je suis rentrée dans la vie active, en fait, j'ai fait de l'aide à la création d'entreprises. Et j'ai travaillé pour des sociétés qui étaient plutôt des sociétés petites et qui utilisaient beaucoup des budgets publics pour pouvoir justement aider des créateurs d'entreprises ou aider des personnes qui voulaient faire des contrats de qualif. Et c'est au bout de 3-4 ans dans le monde professionnel, donc j'avais un rôle... je ne sais même plus quel titre je pouvais avoir, tu vois, mais bon, bref. Je me retrouve à vouloir changer de boulot parce que je sentais que je n'étais pas du tout à ma place. Et dans le job que je faisais à la fois du recrutement, parce que je cherchais des personnes qui étaient intéressées pour faire des contrats de qualif, et j'allais voir des entreprises pour les contrats de qualification. Contrats de qualification, pour faire rapide, en fait, c'est des modes d'embauche où, en fait, moi, ma société faisait la formation, donc elle assurait la formation des personnes, et je trouvais des entreprises qui étaient d'accord pour embaucher les gens en contrat de qualif, qui t'apportent tu vois, c'est avantageux en termes de charges. Ok, donc tu te dis que c'est plutôt dans la branche du recrutement, et donc toi, assez naturellement, tu te dis, bon, c'est la suite logique, je vais aller vers du recrutement. Exactement. Donc, je réponds à des annonces de chargé de recrutement, et on parlait de Neuilly, je vais passer un entretien, c'était quoi, le 30 décembre, à Neuilly-sur-Seine, au-dessus du McDo de Neuilly. Et pour la blague, c'est là où j'avais les locaux du père d'un de mes amis. J'avais fait un stage quand j'étais plus jeune dans ces locaux magnifiques où ça sent un peu l'huile de friture. Mais bon, t'es au-dessus du McDo, t'as jamais vraiment faim. T'es toujours content parce qu'il y a toujours un McDo pas loin. Et je rencontre cette femme et on discute et elle me parle de ce poste de chargé de recrutement. Et on discute et puis elle me dit au bout d'un moment, mais vous êtes pas recrutement, vous êtes commercial. C'est un peu comme si elle m'assénait une vérité que je voyais pas moi. Et c'était vrai en fait. Et je lui dis, bah oui aussi, c'est vrai. Parce que la moitié de mon boulot, c'était quand même d'aller voir les entreprises qui étaient d'accord pour embaucher les magnifiques contrats de qualif que j'avais embauchés. Enfin, que j'avais recrutés, c'est eux qui les recrutaient. Et là, elle me dit, bah moi je pense que vous êtes super pour être le rôle de commercial. Et là, elle m'envoie en entretien chez Quaternove, qui était une ESN. Alors à l'époque, on disait SS2I, parce que c'était il y a quand même 25 ans. Et je rencontre cette entreprise. Donc en fait, le métier de Quaternove, c'était de faire de la prestation en assistance technique et au forfait. Donc ça, c'était quand même déjà quelque chose de très particulier il y a 25 ans. Dans le monde de l'électronique embarquée, du logiciel embarqué. Donc tu imagines, moi qui arrive de mes études de droit, qui vient de faire de l'aide à la création d'entreprise, du contrat de qualif. Là, je rentre dans un monde
merveilleux, parce que je me disais, il existe tous ces trucs-là. Donc là, on Mm. parle de trains, d'avions, je connaissais pas du tout. Ouais, c'était pas spécialement un domaine qui t'intéressait ou qui te passionnait, l'aviation ou l'automobile. C'est plus que toi, t'es depuis toujours hyper passionné à l'idée de découvrir des choses, en fait. J'étais curieuse. Alors après, mon grand-père du côté de ma mère était ingénieur, mais moi j'ai jamais eu la fibre. On m'avait toujours répété, t'es nul en maths. Enfin, tu vois, c'est tous ces espèces de systèmes de pensée où on dit, bah, de toute façon t'es pas bonne en maths, tu pourras pas faire ça. Mhm. Voilà, Polytechnique, c'était là où tout de suite, ça s'était très rapidement, tu vois, arrêté dans un projet de carrière. Bref. Et je rentre là-dedans, dans cette entreprise. Alors évidemment, en fait, j'apprécie les entretiens avec les gens. Je trouve qu'il y a vachement d'énergie, qu'ils ont l'air chouettes. C'est à La Défense, j'habite à Neuilly, donc c'est super pratique. Je suis à 2 stations de métro du truc. J'étais sur le parvis, là, à la tour Aurore. Et je démarre, je me rappelle de la date, c'était un 2 avril, parce que j'ai repris après mon congé mat un 2 avril. Donc c'était marrant que je reprenne toujours à ces dates-là, truc important. Ouais. Et démarre ma nouvelle vie dans la tech. Mais vraiment, tu vois, c'était complètement nouveau. Donc c'est un nouveau monde pour toi. Tu as évoqué ton congé mat. On va parler justement de ta maternité dans quelques instants parce que ça a eu pas mal d'influence sur la suite. Là, c'est un peu cette recruteuse qui te permet d'avoir le déclic en fait. Là, pour le coup, on parle souvent voilà, des recruteurs ou des ressources humaines. Voilà, il y a plein de choses à dire, parfois des choses très positives, parfois un peu moins, mais en tout cas, voilà, quand il y en a qui permettent comme ça d'avoir des déclics, de s'orienter dans une voie, c'est merveilleux. Parce que tu dois être reconnaissante probablement. Mais moi, c'est une fonction que j'adore et même ici, hein, nous, chez Salesforce, les RH, c'est des personnes dont je me sens proche et font un métier merveilleux. En ESN, tu recrutes tout le temps. C'était une grosse partie de mon travail, c'était de recruter. Alors juste ESN, entreprise des services numériques, tu as expliqué un petit peu ce que Quaternauf faisait, mais plus globalement, qu'est-ce que c'est une ESN ? C'est toutes les entreprises qui vont fournir toutes les prestations d'intégration, les prestations de développement. Alors, c'est le cycle en V quand on parle informatique, hein, qu'on aille de la spec jusqu'à l'intégration, en passant par les phases de développement. C'est toutes les personnes, c'est toute la ressource humaine que tu vas apporter pour aider les entreprises à finaliser les projets. Et donc, les ESN, elles sont très utiles aux entreprises parce que ça fait, si tu veux, une partie de masse salariale qu'elles ne vont pas recruter en direct et elles vont faire appel à des sociétés qui sont plus spécialisées. Donc après, en fonction, tu vois, on a beaucoup de partenaires dont on parle, nous, chez Salesforce, parce qu'ils aident à l'implémentation, à l'intégration de la plateforme chez les clients. Eux, ils vont être dans un métier de SI, plutôt système d'info. Moi, dans mon premier job, c'était vraiment du temps réel embarqué, dur. Hein. C'est les trains, les systèmes de freinage, les pilotes automatiques. Tu connaissais pas du tout ce monde-là avant ? Alors, je t'avoue, je savais qu'il y avait des avions qui volaient, je savais qu'il y avait des trains qui roulaient, je savais qu'il y a des voitures qui marchaient, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passait sous le capot ? Tout ça, je savais pas. C'était pas les études que j'avais faites, tu vois. Et donc là, c'est donc ton entrée dans la tech, dans le début des années 2000. Toi, tu es diplômé en 97, donc tu commences ta carrière dans ces années-là et tu arrives dans la tech vraiment quelques années après la bulle Internet. Donc tu es vraiment au tout début de l'histoire qui se crée, donc tu as vu pas mal de choses. Et là, tu évolues dans un contexte plutôt français, dans des entreprises françaises jusqu'à un certain temps, avant de passer sur une autre culture d'entreprise, on y viendra tout à l'heure. Quand tu passes commercial, qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Est-ce que tu remarques un changement ? Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti lorsque tu as reçu tes premières commissions, par exemple ? Alors ça, c'est un sujet qui est important. Et puis, il ne faut pas se voiler la face, ou en tout cas se masquer la réalité. C'est vrai que quand tu deviens commercial, tu as tes coms qui tombent. Et quand tes coms tombent, la première fois, tu peux avoir une réaction de « Oh là là, mais dis donc, mais c'est incroyable, c'est fou ce qui se passe. » Alors, évidemment, il faut bosser, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Quand on imagine qu'un commercial, c'est super, il arrive, il passe 4 coups de fil, il va jouer au golf, j'adorerais, mais ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup de travail. Moi, j'ai dû aussi encore plus travailler pour comprendre aussi de quoi on parlait. L'avantage, c'est qu'on ne m'a pas demandé à moi d'aller développer le logiciel, mais c'était d'aller recruter les bonnes personnes, de comprendre un peu la philosophie, qu'est-ce qui se passait chez mon client pour pouvoir ensuite recruter, tu vois, les meilleures personnes. Donc, je démarre, je fais mon activité petit à petit. Et on avait un système de rémunération qui faisait qu'on n'était pas plafonné, ce qui est assez génial. Il y a peu d'entreprises qui proposent encore ça. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, le seuil du nombre de prestations en cours, donc tu as 2 ingénieurs en presta, 3, 4, 5, puis ça monte, 10. Mon plus gros client, ça a été PSA pendant 10 ans. Stellantis maintenant, parce que pour certains, ça va faire un peu old-fashion de dire PSA. Et la première fois que je reçois moi en tout cas, quand j'ai reçu mes coms, je me disais « Waouh, c'est génial !»
Et c'est une sorte de reconnaissance aussi, hein, du travail fourni et de comment ça fonctionnait. Donc, c'est un sentiment de satisfaction. Et tu te dis, ouais, j'ai bossé dur, mais j'ai quand même une récompense derrière qui vaut vraiment le coup. Donc après, c'est le plaisir de pouvoir s'offrir des choses, de pouvoir faire des cadeaux, de penser aussi de manière un peu plus sérieuse, en bonne mère de famille, pour prendre le parallèle du bon père de famille, parce qu'il y a les impôts qui vont tomber derrière et que quand tu doubles ou tu triples, ça fait un petit choc. Moi, j'ai eu ma première fiche de paye à 6 chiffres, j'avais 28 ans. J'étais très jeune. Ça nous fait un point commun, parce que c'est pareil pour moi, tu vois, et je sais pas pour toi, mais est-ce que tu imaginais que c'était possible de gagner autant d'argent, parce que c'est quand même beaucoup d'argent ce dont on parle, dans le salariat, dans ce genre d'entreprise? Alors, on l'a dit au début, moi je viens d'un milieu plutôt aisé à Neuilly, donc j'ai été entourée de gens, et en tout cas même de copains ou de copines quand j'étais au lycée ou au collège, qui avaient des parents qui gagnaient énormément d'argent. Et moi, j'ai jamais eu l'impression de pouvoir, tu vois, d'être dans ce sérail-là. J'avais pas cette impression-là. Même mon père était chirurgien pédiatre, donc c'était effectivement très respectable, etc. Mais il le disait souvent, il gagnait moins d'argent en sauvant des vies, hein, et vraiment des vies d'enfants, que quelqu'un qui était dans la publicité et qui était un grand publicitaire de l'époque. Ah oui, donc tu avais quand même conscience de Donc on avait cette conscience-là quand même. D'accord. Mais encore une fois, dans un milieu très privilégié. Mais moi, j'aurais jamais pensé... en fait, j'avais pas du tout mesuré, ça fait partie de toute cette histoire de confiance, hein, que j'étais capable de pouvoir faire ça. Ouais. Et donc là, à partir de ce moment-là... Tu gagnes en confiance, mais ça va aller crescendo dans la suite de ta carrière. Et puis, tu deviens maman. Alors, c'était en quelle année? Alors, moi, je suis devenue... Déjà, pour faire l'historique, chez Quaterneuf, j'ai très vite eu une fonction de responsable d'équipe, de directeur d'équipe. Et donc, j'ai très tôt commencé à avoir des nouvelles commerciales, parce que Quaterneuf, ils avaient cette particularité, comme on était dans du temps réel embarqué, du logiciel embarqué, on avait 3 patrons hommes, et ils n'embauchaient que des femmes au commerce, parce qu'ils les connaissaient, hein, tous leurs copains, c'est des ingés, hein, tous leurs copains. Il y en a un qui était polytechnicien d'ailleurs. Et ils savaient que pour ouvrir les portes de certaines maisons comme Sagem ou Thales, qui n'étaient quand même pas des endroits très fun, il n'y avait pas beaucoup de filles, tout de suite, voir arriver une commerciale, ça pouvait, ouvrir mieux les portes. Alors aujourd'hui, ce serait peut-être considéré comme hyper sexiste. Et en même temps, à l'époque, c'était très bien vécu, et ça se passait avec beaucoup de... C'était un peu du bon sens, parce qu'effectivement, ça allait changer de voir des filles qui, en plus, c'était pas juste pour être des filles, mais qui parlaient la même langue qu'eux. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc j'ai très vite eu des fonctions de responsable d'équipe. Donc j'ai accueilli des nouvelles recrues, je les ai formées, on a travaillé sur la prospection, tout ça. Et en 2005, nos patrons ont vendu Quaterneuf. Ils étaient arrivés au bout du chemin pour eux. Et je sais pas, Quaterneuf a dû exister 10 ans, je te dis peut-être ça. Mais moi, je suis restée 5 ans. Et alors ça a été un moment difficile, hein, parce que j'étais quand même... c'était super pour moi, il n'y a aucune question. J'étais dans du flow. Ça se passait hyper bien, reconnaissance, équipe, ça c'était top. Et ils vendent à Alten, qui est un énorme faiseur en ESN aujourd'hui, qui est très connu. Et donc on se retrouve du jour au lendemain avec une équipe qui a dû éclater. Et moi j'arrive chez Alten, j'arrive chez Alten. Le truc, c'est que toute l'équipe est partie chez Alten. Et moi, j'étais la seule, parce que je m'occupais de PSA, qui était dans une autre entité d'Alten qui s'appelait Gist à l'époque. Et je me suis retrouvée toute seule. Et c'est véridique, j'ai déménagé mon caisson de bureau dans ma voiture pour l'emmener chez Gist. C'était assez drôle. Parce qu'ils avaient des locaux à Boulogne, mais qui n'étaient pas au même endroit. Et donc, je me retrouve là-dedans. Et puis, la femme, il y avait... Et donc, avec un titre de directeur, donc j'étais directeur d'équipe, first line, RVP dans notre monde salesforcien. Et je me retrouve là avec un patron homme, directeur de département, qui m'explique qu'en gros, dans l'équipe, il a que des directeurs qui sont des rugbyman, pour te faire très simple. Ouais. Et que moi, avec ma carrure de pas du tout rugbyman, tu sentais qu'ils n'étaient pas quand même complètement convaincus. Sauf que quand moi, je suis arrivée dans cette entreprise, et tu vois, au Quaterneuf, il y avait 250 personnes. Là, tu arrives dans un giste où il y en avait plus de 1000. Là, je me trouve devant une forêt de CV d'ingénieurs en dispo qui pouvaient aller sur des prestations que moi, je n'arrivais pas à pourvoir chez mes clients. Et donc, dans le premier mois, j'ai fait 20 démarrages. Et 20 démarrages en ESN, c'est pas mal. Tu as énormément performé dès tout de suite. Le début. Moi, c'était le bonheur. C'était Disneyland. J'en avais partout. Waouh, c'est super. Donc, j'appelais tous mes clients. Et j'ai démarré les gens. Et alors là, je me rappelle une des réunions d'équipe du lundi matin où ils étaient tous un peu en train de dire alors les top performeurs du mois, et c'était moi et une autre femme d'ailleurs, ça qui était drôle. Tu sentais que ça les embêtait vraiment c'était pas... Tu veux, là je te parle, on est en 2006, on est début 2006. Ma fille est née en décembre 2006.
D'accord. On est début 2006. J'arrive d'une société qui vient d'être acquise. J'ai pas du tout les mêmes modes de fonctionnement qu'eux. Je vois bien que tous ces garçons, ils sont quand même... ils ont une certaine stature. Effectivement, ils avaient des carrières de rugbyman, ça c'est vrai. Hein. C'était des grands, un peu comme toi, grands comme ça. Et moi, j'arrivais là, avec ma trombine. Tu vois, c'était pas... ça dénotait un petit peu. C'est un peu une des premières fois que tu as à faire face à du sexisme Alors, j'ai entendu des trucs absolument merveilleux, moi, au cours de ma carrière. Je dis merveilleux parce que j'essaye d'être un peu ironique, mais il y avait une manière de traiter les femmes où c'était, écoute, si elle n'a pas bien compris, on va lui expliquer, elle va passer sous le bureau pour se faire pardonner. Moi, j'ai entendu ces phrases-là. Hein. Ouais. Et j'ai un souvenir très marquant, comme j'étais directeur, on était formés avec d'autres directeurs, tu vois, on avait des formations assez régulièrement chez Alten. Et c'est aussi un élément qui était extrêmement important pour moi. Et ça, je suis encore très reconnaissante parce que j'ai fait partie, moi, des équipes de formation après. Et un jour, on se retrouve dans une réunion avec il y avait 2 garçons qui étaient directeurs en province. Et on parle de je ne sais pas quel sujet. Ils parlent d'une de leurs ingénieurs d'affaires. Nous, c'est comme ça qu'on appelle les contributeurs individuels. Enfin, ça s'appelait comme ça chez Alten. Il dit, de toute façon, si elle ne comprend pas, elle passera sous le bureau pour se faire pardonner. Et moi, l'ayant déjà entendu, je vois ces 2 garçons dire ça. Et je me dis, je ne peux pas laisser passer. Et celui qui a animé la formation ne dit rien. Tu vois, à la limite, il aurait relevé le propos en disant, on ne dit pas ça. Et je dis, t'as des enfants ? C'est le truc qui m'est venu, mais tout de suite. Hein. Ah oui, j'ai une petite fille. Je dis, et le jour où elle va revenir du boulot et qu'elle va te demander ce qu'il faut qu'elle fasse quand son patron lui dit ça, tu vas faire quoi ? Là, je ne te cache pas que les 2, ils ont regardé leur pompe. Ils n'étaient pas à l'aise. Mais si tu veux, c'était pas du tout une parole qui était entendue. On est en 2006. Et toi, tu as eu le courage à ce moment-là. Tu avais déjà préparé ce que tu répondrais potentiellement face à ce type de situation. C'est sorti hyper spontanément. Mais c'est sorti spontanément parce que moi, je l'avais vécu. Et quand on me l'avait dit, j'ai dit pardon. Non. Mais il y a des femmes, et je sais qu'il y a des femmes qui ne savent pas, ou qui n'ont pas, tu vois, cette espèce de capacité de protection. Ouais, parce que c'est aussi ce contre quoi on essaye de se battre avec Tademi contre toute forme de discrimination. Moi, je sais, à titre perso, j'ai aussi vécu des remarques, alors pas sexistes pour le coup, mais plus discriminantes par rapport à mon apparence ou mes origines, et des choses hyper choquantes. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais bien plus jeune, je devais avoir la vingtaine, et je me rappelle que j'ai été complètement pris de court, je savais vraiment pas du tout quoi répondre. Ça m'a pas mal hanté, et je m'étais promis de trouver les mots le jour où ça m'arriverait de nouveau. Je te fais l'histoire très courte, je pense que ça va te choquer, j'ai déjà dû te le raconter, mais pour le raconter à ceux qui nous écoutent, j'ai un collègue une fois qui me dit, après 2 semaines de vacances, je reviens et il me dit, alors c'était comment le djihad ? Oh là là, ok. Et tu vois, ce genre de truc hyper, très très bas en fait, très très bas et complètement nauséabond. Toujours dans le même environnement pro, je ne citerai pas la boîte, mais ceux qui me connaissent savent très bien de où est-ce que je parle. Après, c'est plus une notion d'individu que de boîte, mais quelqu'un qui me dit un peu pareil, dans le même genre, ah oui, c'était mon pot de départ, et qui me dit, ah oui Sofiane, quand je te voyais tous les midis avec ton sac de sport, je me demandais quand est-ce que le minuteur allait se déclencher. Oh là là. Et tu vois, c'était l'époque qui avait suivi les attentats au Bataclan. Alors moi, évidemment, je suis d'origine maghrébine. Après, mes convictions religieuses, j'ai envie de te dire, ça ne regarde que moi. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose que je revendique plus que ça et que j'ai jamais réellement revendiqué. C'est pas quelque chose qui, pour moi, compose mon identité pleinement. Et malgré ça, juste de par mon nom, juste de par mon apparence, parce que j'avais une barbe, bah oui, excusez-moi, la calvitie se pointait le bout de son nez, fallait inverser le pôle capillaire pour qu'être un petit peu BG quand même. On faisait ce qu'on pouvait, on essayait, tu vois. Et ouais, ça m'a vachement choqué, et je pense que c'est pareil, je me mets à la place de femmes qui vivent ce type de remarques sexistes. Pour moi, on est tous, quand je dis on est tous, c'est tous ceux qui peuvent être sujets à des discriminations. On est tous ensemble en fait. On est dans le même bateau. On doit être des alliés les uns envers les autres. Et voilà. Donc toi, ces épisodes-là, malheureusement, il y en a eu d'autres qui ont contribué à aussi ton engagement aujourd'hui. On en parlera, mais il y en a eu notamment suite à ta maternité justement. Alors revenons là-dessus. Tu deviens maman et qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, je deviens maman. Je suis très heureuse. Déjà, je peux le dire. C'était un très beau moment. Et donc je reviens
Moi, j'aurais été content de t'avoir comme maman. Oh, bah, J'ai pas dit maman au début, j'ai dit amie. Je me suis dit, si je dis maman, elle va peut-être un peu me tirer les oreilles. oui, mais- bah écoute, après, quand on dit maman, mais bon, oui, je te remercie. Je comprends le propos, je te remercie. Ouais. Je reviens, donc je reprenais le boulot le 2 avril 2007. Donc j'étais partie en congé mat, ma fille était née en décembre. Et je me rappelle, avant de revenir, j'ai mon plus un, alors c'était pas le même que celui qui m'avait accueilli plusieurs années après, c'était quelques années après, qui m'explique que, bon, bah oui, je peux revenir évidemment en tant que directrice, mais bon, bah, comme j'étais pas là, mon territoire il a été réparti, et puis bon, bah, peut-être que tu devrais quand même regarder pour aller plutôt sur ces rôles d'accompagnement pour les projets structurés, etc. Je dis, écoute, non, moi je suis directrice, je reste directrice. T'es plus dans ses plans. Non, et je me rappelle exactement où j'étais avec la poussette de ma fille. Enfin, tu vois, le moment du coup de fil, c'est fait partie des moments où tu dis non, mais là, Ça marche. là, faut pas que je défaille. Et je prends mon téléphone et j'appelle le PDG de l'entité. Et je lui dis, écoute, je reviens là à telle date, je suis très contente, je suis hyper motivée pour rebosser, etc. Tu vois, je lui témoigne ma motivation. Parce qu'il faut quand même pas se mentir, et ça, je dis ça pour les filles. C'est super d'être maman, mais à un moment, tu es contente de retrouver ta vie de femme professionnelle, surtout quand... j'imagine que quand tu es maman très tôt, tu dois avoir plus l'habitude de t'occuper de tes enfants. Moi, j'avais déjà 33 ans quand j'ai eu ma fille, ça faisait quelques années que je bossais, et j'aime ça. Donc, j'étais aussi contente de repartir bosser. Ça, c'est quand même un truc important. N'oublions pas ça, c'est bien, on peut tout faire, on peut y arriver. Et j'arrive, et là, effectivement, mon territoire avait été séparé sur 2 personnes qui, en fait, s'avéraient être en couple dans la vie. Et je me dis, bon, bah, j'ai rien, je reviens, le territoire est vide, hein, j'ai pas d'ingénieur d'affaires avec moi, j'ai rien, je suis directrice d'agence, mais seule, je suis l'agence de moi-même, tu vois. Et T'es mise au placard, quoi. même pas, ils m'avaient trouvé un beau bureau d'ailleurs, tu vois, je dis non, j'avais un bureau bien, mais en fait ils sont embêtés parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont me donner. Et en parallèle de ça, une autre collègue qui était une autre femme, elle quittait l'environnement, donc moi j'étais plutôt côté technologie, tu vois, plutôt côté train, avion, voiture, donc j'étais toujours sur PSA qui était mon client principal, et elle était sur PSA mais côté moteur, moi j'étais côté logiciel embarqué, donc... Et alors, le moteur, c'est pas les mêmes métiers non plus. Hein. Tu rentres dans des métiers de mécanique, tu rentres dans d'autres métiers d'ingénierie. Ouais, bien sûr. Et elle quittait l'entité parce qu'elle voulait partir dans les télécoms et dans le SI. Et donc, on se retrouve à une réunion de direction avec le fameux PDG que j'avais appelé, mon plus un, et ce couple. Et là, en gros, c'est, bon, bah, Céline, voilà, tu vas reprendre ce périmètre-là sur les moteurs, etc. Donc, j'essaye quand même de demander, dire, mais quand même, bon, je les connais pas forcément, mais... De toute façon, je veux bosser, ok. Et je suis très... Je rentre pas dans la polémique. Je dis, ok, c'est faire, super, merci. Je vais récupérer ton périmètre à ma collègue. Et ça s'arrête là. Et ensuite, je me suis quand même fait menacer physiquement par le garçon en question qui me disait, tu vas rien dire, hein, tu nous fous la paix. Hein. Tu fais attention, hein, parce qu'on va pas te lâcher. Je disais, mais détends-toi, on n'est pas dans un film de mafieux, quoi. On est juste en train de parler de territoire. Et territoires commerciaux. Territoires commerciaux. Donc, il était quand même en train de limite me menacer. Et pour lui, guerre des gangs, quoi. C'était la guerre des gangs. C'est cru dans Mais Narcos. Il voulait que sa femme... Et lui, il continue. Tu me diras, mon périmètre, il marchait bien. Donc, je comprends pourquoi il voulait pas l'enlever. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été tellement... tu vois, dans cette espèce de colère, ils voulaient gagner tellement qu'ils sont allés voir le PDG suite à la réunion, où moi, j'avais dit, ok, je prends le périmètre moteur. Lui a dit, bon, tout de suite, alors, c'est bon, quand est-ce qu'on fait la passation, qu'on prévient les équipes et tout. Et le PDG, je pense qu'il a dû dire, oh là, mais il est trop tendu, là, un truc qui va pas. Et résultat, il a demandé à la compagne de ce mec de partir dans une autre entité. Il l'a mise dans une autre entité pour faire autre chose. Et moi, j'ai récupéré tout mon périmètre, plus le périmètre de ma collègue. Parce que je suis restée droite dans mes bottes, et je ne suis pas rentrée dans la polémique. Mais je peux te garantir que quand je m'étais pris croisée dans le parking en disant, fais attention... tu vas pas nous mettre de la... Tu vas pas nous barrer la route quand tu rentres chez toi, parce que j'étais jeune maman quand même, hein, je te rappelle, donc tu as encore les hormones, bon, même si ça fait quelques mois que tu as accouché, j'étais un peu effondrée en larmes en rentrant chez moi, tu vois, t'es pas très très bien. Mon mari, ça le rendait dingue, ce qui était normal, et je disais, écoute, ça sert à rien, on va pas aller... ça va bien se passer, quoi, et ça s'est bien passé. Et t'en tires quoi avec le recul de cet épisode ? Parce qu'on est tous confrontés à des difficultés... de ce type-là, où on subit parfois des intimidations, enfin je dis tous, j'espère qu'on pourrait vivre dans un monde idéal où ça n'arrive jamais, malheureusement ça peut arriver. Qu'est-ce que t'en retiens de ça, la leçon de cet épisode-là, c'est quoi ? À titre personnel, je pense que j'étais
Et je pense que c'est la maternité qui m'a apporté ça. J'étais assez ancrée. C'est-à-dire que ce que j'avais à protéger, c'était surtout... Tu vois, quand tu as un enfant qui arrive, je sais que ça va bientôt t'arriver, tu vas voir des tas de choses que tu ne sais pas encore qui vont arriver. Tu spoil ma vie dans ta demi-talk. Quand cet épisode sortira, ce sera peut-être déjà C'est une très belle arrivé. nouvelle. J'embrasse ma femme et toute ma famille. Et ma maman aussi. Oui, parce c'est que... vrai, t'as intérêt. T'as surtout ta maman. Oui. Quand tu as un enfant qui arrive, il y a des choses que Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. Cet amour immense qui arrive, enfin, en tout cas, voilà, c'est assez merveilleux. Donc, moi, j'étais plutôt ancrée par rapport à ma fille. Ce qui était important, c'était de m'occuper d'elle. Et que moi, de toute façon, au bout du compte, ça allait se gérer. Tu apprends aussi à comprendre. Tu te dis, mais qu'est-ce qui peut animer les gens ? Et c'est vrai que moi, de les voir s'énerver comme ça, d'essayer de... Tu vois, voulant me mettre dans une posture que je n'avais pas. J'étais pas agressive vis-à-vis d'eux. J'étais pas en train de leur dire tu vas voir ce que je vais te faire. Enfin, moi, j'étais pas dans ce modèle de œil pour œil, dent pour dent. D'être restée comme ça à côté, de ne pas rentrer dans la toxicité de la situation, ça a été extrêmement bon pour moi. Alors parfois, c'est difficile de le faire. Ouais, ça demande une bonne prise de recul. Mais ça demande des prises de recul. Et est-ce que c'est aussi à partir de ce moment-là que vient ton envie d'aider les autres ? Est-ce que c'est... Alors, je le faisais déjà, parce que c'est une des chances qu'Alten donnait, et ça, je trouve ça génial, c'est que on était, en tant que... Tu vois, moi, j'étais directeur d'agence, donc en tant que acting, j'étais aussi, parce que moi, je l'avais demandé, parmi les formateurs. Donc, il y avait une cohorte de formateurs, mais qui n'étaient pas des formateurs qui faisaient que ça. Ils avaient aussi un job opérationnel. Donc, moi, je formais sur le recrutement d'ingénieurs, sur le fait de prendre les responsabilités de directeur. J'animais des tas de formations et j'adorais faire ça. Et ça, c'est une chance qu'Alten m'a donnée à l'époque. Et donc, ça me permettait, et je m'en suis rendu compte après, quand j'ai changé, ça me donnait toujours ce moment de respiration où je pouvais transmettre. Et je le faisais déjà. Et ça, j'adorais le faire. Ouais, donc ça, tu as commencé assez tôt. Et justement, en parlant de changement, ça va être la bonne transition. Tu as fait encore quelques années dans des groupes français jusqu'à avoir des positions managériales où tu as donc encadré des équipes. Et puis en 2017, tu intègres Salesforce. Ça va faire 7 ans, tu te rends compte ? Ça passe très vite. Dans 15 jours. La même année, on a intégré Salesforce. En tant que commercial, après donc avoir été manager par le passé, ce que je disais tout à l'heure, on peut penser que ça pourrait être un pas en arrière. Certains imaginent que voilà, une fois qu'on est passé manager, après les étapes, c'est de passer directeur ou autre, mais on ne revient pas contributeur individuel comme on le dit. Pourtant, c'est pas le cas. Pour toi, ça représentait une progression. Alors, en quoi c'était une progression logique et cohérente pour toi, finalement ? Alors, moi, j'ai quitté l'ESN au bout de 10 ans. En fait, j'ai eu donc Quaternove et puis après Alten. Et donc, au bout de 10 ans, je quitte et je rentre dans le monde du soft. Donc là, j'ai fait une culture allemande et une culture française encore. J'ai encore eu, notamment en culture française, quelques problèmes avec la toxicité de certaines personnes. Et au bout d'un moment, j'ai dit... ras-le-bol. Et comme j'étais un peu paumée, alors là, sur l'échelle de la confiance en moi, ce système de harcèlement, ça m'a refait perdre confiance en moi. Et là, je suis allée chercher de l'aide auprès du coaching. C'est la première fois où j'ai été coachée. J'ai été chercher un coaching qui était le coaching de l'Institut Aristote, Institut maintenant Personnage Talent. Et j'ai rencontré, c'est toujours mes histoires de 30 décembre, 31 décembre. Le 31 décembre 2016, j'ai rencontré Stéphane Dieuttre, qui a créé l'Institut Personnage Talent. Et le 2 janvier 2017, donc tu vois, 3 jours après, je recevais un mail de Salesforce qui me disait « est-ce que vous seriez intéressé par de nouvelles opportunités ?» Et entre janvier et juillet 2017, j'ai fait ce parcours Personnage Talent avec l'Institut Aristote et avec Stéphane Dieuttre. Et ça m'a permis déjà d'avoir une meilleure compréhension de ce que je voulais faire. Et comme j'étais avant, j'ai été sur des fonctions de directeur. Quand j'ai quitté les ESN, j'ai plus été dans des fonctions de directeur. J'ai plus été global au compte ou stratégique au compte. Et c'était OK pour moi, parce que comme je changeais complètement de partie d'industrie, parce que pour moi, c'était quand même pas la même d'être sur de la prestation ou sur du soft, ça me paraissait très bien. Et je pense aussi que j'étais bien contente de ne plus avoir la responsabilité managériale. Alors, on va en parler juste quand on dit soft, on parle de software, qui est ce sont des logiciels à distinguer du hardware, qui sont des appareils technologiques. Mon iPhone, c'est du hardware, ou voilà. Bon, mais juste pour revenir sur le coaching, on est en 2016. À ce moment-là, ça fait plus de 16 ans, enfin ça fait plus de 16 ans que tu es diplômé, tu as déjà une carrière prolifique, des salaires importants, et pourtant,
tu as besoin de te faire coacher. Et je pense que c'est important d'en parler ça parce que toi aujourd'hui avec Tademy et ce que tu fais aussi en parallèle, parce que tu coaches dans le cadre de Tademy mais aussi dans d'autres cadres, tu accompagnes surtout des profils assez expérimentés qu'on pourrait appeler seniors. Avec Tademy, comme tu fais partie de nos coachs certifiés, tu accompagnes les profils plutôt exec qui veulent passer sur des positions de management ou sur des positions voilà, qui ont des enjeux de gestion de la pression ou ce genre de choses, mais il n'y a pas d'âge pour se faire coacher, pour se faire accompagner, et on peut en avoir besoin, mais après une vingtaine d'années d'expérience, parce qu'il faut avoir l'humilité de se dire, ok, là, j'ai besoin de reset, j'ai besoin d'un regard extérieur, et toi, c'est ce que tu as fait. Donc, c'est bien d'avoir eu ce courage de le faire. Et je pense que c'est hyper important quand tu te sens un peu... Enfin, tu vois, justement, sur ces pertes de confiance, il y a la solution de la thérapie aussi, mais tu vas pas toucher la même chose. Le coaching, c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de poser une situation et de voir quels peuvent être les pas pour enclencher un plan d'action différent. C'est ça que je trouve formidable, c'est que c'est pas comme en thérapie où parfois on peut rester sur des problèmes et ça peut prendre beaucoup de place et je trouve que ça peut être plus difficile. Alors que dans le coaching, il y a un côté pragmatique, il y a un côté aussi, écoute, regarde cette situation, mais au lieu de la regarder en face, mets-toi de l'autre côté, mets-toi à tel endroit, mets-toi au-dessus, mets-toi en dessous, et de faire changer de place, ça te fait changer la vision. C'est beaucoup de mouvement, je trouve, moi, avec le coaching. Et ça, c'est hyper important, surtout quand tu arrives à des moments de ta carrière, quand ça fait 15 ans que tu travailles, 20 ans que tu travailles, et que tu te dis, mais en fait, c'est quoi le sens ? Oui, tu as l'impression de stagner, tu as l'impression de... Et surtout, voilà, quand tu vis des moments difficiles où tu subis du harcèlement ou ce genre de choses, c'est pas évident. Enfin, ça peut mener à du burn-out, ça peut mener à ce genre de choses. Et il y a besoin d'avoir une aide, que ce soit une thérapie ou un coaching ou autre, mais avoir ce regard extérieur, avoir cette expertise qui t'est apportée pour t'aider à avancer vers là où tu as envie d'aller, c'est top. Et donc toi, à ce moment-là, quand tu vis cet épisode qui te donne envie de changement, tu fais vraiment ce coaching, Aristote, pour reposer un peu le diagnostic de quel est ton personnage talent, qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce que tu aimes, mais pourtant, tu décides quand même de rejoindre une entreprise sur un job... Sur un job identique. T'as raison. Et en fait, je pense que j'ai mis du temps à engrammer ce que j'avais appris. Et ça, c'est aussi un learning pour moi. C'est-à-dire que je pense que c'est à ce moment-là où ça a commencé à changer, parce que j'étais restée quand même beaucoup sur les mêmes fonctions. Et je suis arrivée chez Salesforce, alors ravie de rentrer chez Salesforce. Et déjà, j'ai été... Alors là, le contact avec la culture américaine, ça a été... pour moi, une révolution, mais vraiment une révolution, parce que c'est des choses que je trouvais non dites, et là, qui existaient, qui étaient dites, qui étaient ouvertes. Enfin, bon, ça, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Et j'ai commencé mon rôle de sales, et il y avait une part de moi qui, avec le travail que j'avais fait en coaching, savait que c'était plus l'endroit où j'étais le mieux, tu vois. Moi, il fallait plus qu'il y ait du groupe, qu'il y ait des gens, de la transmission, de l'accompagnement, mais c'était pas encore clair. Et en fait, au bout de moins d'un an, il y a un job qui s'est ouvert ici en France pour rentrer dans les équipes d'enablement. Et je me rappelle encore, c'était une collègue commerciale qui m'avait dit « Mais c'est tout à fait toi, tu devrais y aller ». J'y suis allée. J'ai rencontré celle qui s'occupait d'enablement ici, que tu connais bien, qui est Maria. Et on lui fait un gros bisou d'ailleurs. Maria, je t'embrasse très fort. Je passe des dédicaces à chaque épisode de Tademy Talks. C'est un peu une tradition, Céline, donc voilà. Non, mais c'est parfait. Juste avant que tu continues, enablement, est-ce que tu peux nous, ce mot merveilleux, traduire ça? Alors, en bon français, c'est capacité apprendre la capacité à faire. En gros, l'enablement, chez nous, c'est tout ce qu'on va donner comme compréhension à la fois des produits, donc qu'est-ce que je vends, mais surtout comment je le vends. C'est-à-dire qu'on va aussi beaucoup travailler sur ta posture, tes soft skills, etc. C'est pas de la formation pure et dure. Quand on te forme, typiquement pour utiliser, je sais pas moi, Marketing Cloud, à la fin, tu sors et tu es capable de faire d'utiliser Marketing Cloud pour récupérer de la data ou en tout cas le paramétrer comme il faut. Nous, on va travailler sur aussi comment est-ce que tu vas aller approcher un client, comment est-ce que tu vas avoir une meilleure capacité de développer un point de vue, ce genre de choses. Et dans les équipes enablement, donc moi je rentre pour la France, ça a beaucoup changé, mais comme chez nous, c'est toujours du changement. Donc aujourd'hui, on est une équipe globale. Hein, et moi, j'ai la chance de faire partie d'une équipe qui s'appelle les équipes de Sales Leader Coach. On est 14 dans le monde, donc autant te dire qu'on n'en est pas beaucoup. Et on a un rôle d'accompagnement des first line et aussi de certains second line à différentes phases de leur vie de leader. Encore une fois, les first line, du coup, qui sont... C'est les patrons des contributeurs individuels. C'est ceux qui sont... Ce que j'appelle, moi je dis souvent ça, c'est la tranche de jambon dans le sandwich. Ils ont la pression du dessus et la pression du dessous. C'est la meilleure place. C'est la pression de tous les côtés. Bientôt nous faire une pub Erta, du coup, ces gars-là. Mais il y a un point sur lequel je voulais revenir qui est hyper intéressant quand même, c'est que tu rejoins Salesforce sur un job de commercial.
tu sais à ce moment-là que c'est plus tellement ce qui te fait vibrer, mais quelque part, c'est aussi ce qui te permet de rentrer chez Salesforce, Bien parce sûr. que ça a une cohérence avec ce que tu as fait avant. Et ça, c'est quelque chose qu'on recommande souvent à nos candidats avec Tademi qui nous disent, bon bah moi là par exemple, je sais que j'ai envie de faire ingénieur avant-vente. La personne, elle a plutôt un background côté commerce, côté sales, elle nous dit je veux faire ingénieur avant-vente, et elle veut tout de suite être recrutée en tant qu'ingénieur avant-vente. On lui dit, écoute, est-ce que ça serait pas peut-être intéressant de déjà mettre les pieds dans l'entreprise où tu aimerais bien être ingénieur avant-vente, qui te plaît, en tant que commercial pour valoriser ton expérience précédente, pour qu'il y ait une certaine cohérence. Et puis une fois que tu as un pied dedans, tu avances vers cette stratégie de passer ingénieur avant-vente, puisque tu es au contact des managers, tu es au contact de... Donc il y a ça aussi, quelque part, toi, dans ton cas, c'était peut-être pas forcément prémédité ou fait exprès, mais ça a été quand même vecteur de super opportunités derrière. Complètement, complètement. Et alors 100% aligné avec ce que tu dis là. Et je pense que c'est important. J'ai l'exemple très concret de ma jeune cousine qui va rentrer chez Salesforce à Dublin pour être côté BDR, mais qui, elle, voudrait être avant-vente. Je lui dis, mais déjà, rentre, puis tu vas voir comment ça va te plaire. Ouais, bien sûr. Je sais que tu pourras lui donner plein de conseils sur Dublin, parce que tu connais bien. Et bien connecté sur Dublin. Et je pense que c'est aussi extrêmement intéressant quand on vise une entreprise, alors Salesforce en particulier, mais déjà de rentrer et de voir ce que c'est. Et oui, et je remercie évidemment Salesforce et tout ce que j'ai pu faire, parce que j'ai pu changer et passer du rôle de commercial à ce rôle d'enablement, dans lequel j'ai des retours assez géniaux de personnes qui disent « mais c'est tellement bien, c'est tellement ta place ». Ils sont reconnaissants, et moi je suis reconnaissante parce que je sais qu'il y a des moments où je suis vraiment au bon endroit. Non, mais j'ai mis... top. Alors Ça a pris du j'ai temps. 50 ans, ça a pris du temps. Mais vous comprenez aussi, tu vois, ce que j'explique aussi là, en parlant, c'est que moi, j'avais des endroits où je ne voyais pas. J'avais pas assez de prise de conscience. Et il a fallu que je passe par des étapes plus difficiles pour avoir la prise de conscience. Yes, après, on encense beaucoup la culture américaine dans ce type de boîte. Je pense qu'aussi, il faut nuancer. Tout n'est pas toujours tout rose. Évidemment que... Enfin voilà, tu parlais tout à l'heure, bon, puisque tu l'as dit, parlons-en, et c'est l'occasion que j'en parle, mais effectivement, je vais être papa très prochainement, et j'ai cette opportunité d'avoir 6 mois de congé paternité chez Salesforce, justement, parce qu'on est dans cette culture où on a compris que l'égalité homme-femme passait aussi par ce genre de démarche, et c'est vrai que je trouve que c'est en avance sur pas mal de domaines. Après, évidemment que c'est très exigeant, il faut être performant, il y a les chiffres, il y a cette culture du résultat. Faut avoir les reins solides, hein, mine de rien, parce que il faut aussi, comme tu disais tout à l'heure, être commercial, avoir un bon salaire à 6 chiffres ou plus. Il y a un revers sur cette médaille, c'est le revers de la médaille quelque part. Donc ça, faut l'accepter. Et donc, tu passes sur cette partie enablement chez Salesforce où tu t'éclates, et puis là, en fait, il y a un moment où tu sens que la transmission, c'est tellement ancré en toi, ça fait déjà des années que tu adores transmettre, que tu décides d'aller encore plus loin sur le coaching, justement, et devenir toi-même coach. Tu as une opportunité, initialement, que Salesforce t'apporte dans le cadre de ton métier, et puis tu décides d'aller plus loin. Comment ça se passe? Là, on a l'avantage d'avoir chez Salesforce aussi des aides pour pouvoir aller se former. Donc, typiquement, ça faisait vraiment du sens de pouvoir le faire. J'ai eu le pied à l'étrier parce qu'ils ont proposé une corde de coach et que moi, j'ai levé la main et j'y suis allée. Donc, j'ai commencé la formation. Et puis, j'ai commencé à coacher et je me suis vraiment rendu compte, et c'est par rapport à Aristote, parce que ça va refaire le lien par rapport à ça, mais je me suis vraiment rendu compte que ce que j'avais traversé, vécu, parce que pour avoir ce job d'enablement, finalement, j'ai repris le travail que j'avais fait en coaching Aristote. J'ai fait la lettre de motivation la plus rapide de ma vie et qui était top, et qui en fait est resté un truc où on dit, c'était limpide, mais parce qu'en fait, j'avais pris le temps avant de comprendre tout ce qui se jouait. Et donc, quand j'ai commencé à faire la formation, j'ai commencé d'abord par coacher en interne, pas dans mon rôle, puisque je restais enablement et je m'occupais essentiellement de délivrer les formations pour les leaders, justement. Plutôt les formations quand ils prenaient des postes de first line, donc de patron d'équipe, de contributeurs individuels. Et j'ai adoré ça. Et donc, j'ai décidé de me former moi aussi à la méthode Aristote. Donc, ça, j'ai pris sur moi pour pouvoir le mettre en place. Et j'ai commencé à accumuler ces heures de formation pour être une meilleure coach, pour avoir une meilleure compréhension des choses. Je suis repassée par le parcours Aristote moi-même, encore une fois, parce que c'est comme ça que tu apprends à le délivrer. Et donc, maintenant, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Et j'ai finalisé ma formation de coach pour avoir le nombre d'heures nécessaires et pour être
aujourd'hui certifiée auprès de l'International Coaching Federation, qui était pour moi important, parce qu'on est aussi, étant dans une boîte américaine, c'est bien d'avoir quelque chose de global et de reconnu, et deux, c'est une garantie que t'es pas coach parce que tu as décidé un beau matin que tu aimais bien discuter avec les gens, hein. Il y a une vraie méthodologie, il y a vraiment une recherche derrière. Et j'adore le faire dans le contexte dans lequel nous on le fait, parce qu'on apporte aussi à nos leaders une capacité à se revoir vraiment à 360. On parle beaucoup de 360 chez nous, mais là, c'est vraiment se revoir à 360 et d'adresser des endroits où parfois, tu es content d'avoir quelqu'un avec qui tu vas pouvoir dire sur ce truc-là, là, je me sens pas, tu vois, suffisamment musclé. Moi, je travaille en psychologie positive, donc je vais souvent travailler sur mais c'est là, où est-ce que tu es bon ? Comment tu es bon quand tu es bon ? C'est quoi tes moments de flow ? Et se rendre compte que ça, ça m'apporte. J'ai jamais dit à quelqu'un ah non, mais t'es pas bon là-dessus, va falloir qu'on te forme, c'est pas possible. Je trouve que c'est vraiment l'inverse, en fait. C'est que si à l'âge auquel t'arrives, il y a des choses qui sont vraiment pas dans ton ADN, tu vas pas tout à coup te retransformer complètement. Au contraire, va chercher dans les endroits où t'es bon et tu vas encore plus les expanser. Yes. Et il y a aussi une autre dimension avec le coaching dans ton expérience là, récente dans la tech, c'est cette notion de sororité, où c'est vraiment un concept qui est hyper important pour toi. Tu es très engagé auprès de ce qu'on appelle le Women Network. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus et nous expliquer pourquoi c'est important pour toi ? Alors, je pense que ce que je t'ai raconté sur ma vie de femme dans la tech quand j'étais plus jeune m'a aussi montré que les choses n'existaient pas. Quand je suis arrivée ici et que j'ai vu qu'il y avait l'égalité, le Women Network, Outforce, Earthforce, tous les groupes qui étaient là pour soutenir, en tout cas des initiatives pour parler de ces sujets d'égalité, tout de suite le Women Network, j'y suis allée. Et aujourd'hui, j'ai un rôle de lead dans le Women Network France. Et pour moi, c'était hyper important de pouvoir faire des actions, pour pouvoir parler d'égalité avec la leadership au masculin, parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble, c'est pas quelque chose, c'est pas les femmes contre les hommes, bien au contraire. Et c'est aussi donner aux femmes l'opportunité entre elles de se faire la courte échelle, de s'aider les unes les autres, de se faire grandir. Ce qui n'est pas dans beaucoup de mindset encore, hein. Il y a encore des côtés très jalousie entre femmes. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, parce que chacune d'entre nous et chacun d'entre nous, on a des talents différents. On peut avoir, si tu veux, le même métier, mais chaque personne va le faire de manière unique. Et c'est cette unique manière de faire qui, moi, je trouve, est un énorme cadeau. C'est sûr que cette unique manière de faire et le fait de s'accepter soi-même, et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris honnêtement dans cet environnement de la tech, de pouvoir s'assumer, d'être pleinement soi-même. Pour moi, ça a été un gros travail. C'est toujours un gros travail. Tu le sais, tu me connais très bien. On n'est pas là pour parler de ça. Mais toi, voilà, tu as pu aussi t'assumer et assumer ta passion pour la musique. Tu fais partie d'un groupe de musique au boulot. Tu chantes, tu t'éclates sur ça. Enfin, tu es vraiment l'incarnation de je m'assume pleinement comme je suis. Et puis, voici qui je suis unique et je suis fier de ça, de cette différence. Ouais, et c'est ce que je vise à apporter en coachant. Ouais. Et évidemment, l'ayant traversé, tu vois, c'est plus facile que quand tu l'as pas traversé. Et je pense que c'est un peu pareil aussi pour moi. Et ce qui me motive avec Tademi, c'est que j'ai aussi traversé pas mal de choses. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, sur lesquelles j'ai envie d'apporter ma contribution et dire aux petits frères, aux petites sœurs, allez, on va vous expliquer. Et pour moi, c'est hyper important d'être entouré de toute forme de diversité. Je crois tellement en ça, et c'est pour ça qu'au sein de Tademi, on a des coachs qui viennent de milieux populaires, milieux plus aisés, juniors, seniors, tout type de job, des origines maghrébines, asiatiques. Enfin, tu vois, moi, j'adore ça parce que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais chaque individu peut se reconnaître aussi dans ces modèles-là et apprendre de ça. Je sais que j'aime bien, voilà, quand on a des jeunes femmes qui sont en quête d'avoir plus confiance en elles, etc. Je vais plutôt les matcher avec justement des femmes qui sont passées par ce schéma-là parce que tu te reconnais. Donc il y a cette représentativité qui est hyper importante. Moi, j'aimerais revenir juste sur du coup ton engagement auprès du Women Network. Ça passe par quel type d'action, juste pour qu'on ait une idée de ce que vous faites ?
Alors, les actions, typiquement, on peut parler du 8 mars, qui est la journée sur les droits des femmes. Bon, il y a une journée, on est content, c'est déjà pas mal. C'est organiser des talks, faire rencontrer des gens, c'est créer du network. On est beaucoup dans le network. Moi, je fais partie aussi des accompagnants d'un nouveau network pour les femmes sales qui s'appelle le Women's Sales Club. Je salue Jade et Johanna, j'en profite. Mais qui est aussi, pour moi, quelque chose de super où les femmes vont pouvoir être ensemble et parler business. Et c'est vraiment une volonté. Côté sales, évidemment. Il va y avoir de l'enablement, parce que c'est pour aider les sales. Nous, on va faire des actions avec nos clients. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus rencontrer les networks des femmes chez nos clients. Et avec l'expérience de Salesforce, on apporte forcément quelque chose de très valorisant pour eux parce qu'on leur donne des méthodes de mise en application assez simples. Tu vois, ce soir, aujourd'hui, grosse journée, je vais chez Comforce Magellan pour un atelier qui s'appelle I Am Remarkable. Et je vais leur délivrer l'atelier. Et c'est un atelier qui vient parler de comment je peux faire mon autopromotion. Et donc, c'est un peu pour aussi, repenser les choses différemment, prendre conscience de ses biais. Parce que tu vois, la diversité, moi, je suis 200% alignée avec toi. Mais c'est hyper important de prendre conscience de ces biais et de savoir comment je vais pouvoir gérer ces biais-là. Et de les regarder. Je ne te dis pas que ça va s'effacer, hein. Attention, ce n'est pas le but. Mais c'est dire, OK, j'accepte de me dire que j'ai ce biais-là. Qu'est-ce que je peux faire différemment ? Comment je vais poser d'autres questions pour aller au-delà et voir différemment ? Donc, je vais faire ça. Ça, c'est un exemple concret. Et puis, voilà, les networks externes, ce qu'on fait en interne pour les femmes. On fait du codev aussi en interne pour les femmes, pour les aider à se rendre compte qu'elles ont aussi des choses super qu'elles peuvent partager. Et puis, on a toute une panoplie de coachs externes qu'on peut leur conseiller pour les aider à passer des étapes. Et là, un petit teaser, mais à la rentrée, on va avoir un nouveau programme qu'on va appeler la Leadership Revolution. C'est en cours de mise en place. J'ai l'impression que tu t'arrêtes jamais parce que tu as tellement de projets, mais c'est un peu un point commun qu'on a aussi, toi et moi. Et je sais ce que c'est, donc je compatis. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes femmes, mais pas que jeunes femmes d'ailleurs, aux femmes en général qui songent à se lancer dans la tech, qui hésitent il y a vraiment cet enjeu aujourd'hui d'avoir quand même plus de parité de façon générale dans la société, mais dans la tech encore plus. On est tous quand même sensibilisés à ça ces dernières années, mais il y a encore pas mal de progrès à faire. Moi, je le vois avec Tademi, avec les recruteurs, les managers avec qui on échange pour leur présenter nos candidats. Souvent, on me demande si on a des femmes. Est-ce que c'est important ? Alors, quel message on peut faire passer aujourd'hui à ces femmes qui nous écoutent, qui hésitent ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Alors déjà, j'ai envie de leur dire, regardez, moi j'ai fait du droit, je suis bien dans la tech depuis 25 ans, donc c'est possible. Ensuite, ça dépend ce que tu as envie de faire. Être dans la tech, c'est pas forcément uniquement des compétences d'ingénieur ou des compétences de développement ou des études qui sont liées à ça. Tu peux devenir certifié Salesforce de manière totalement externe. Moi, j'accompagne un programme assez magnifique qui s'appelle Bring Women Back to Work, qui est une ONG qui était initiée par Salesforce et qui aujourd'hui est indépendante. Et là, ce sont des femmes qui sont en retour de congé maternité, alors, pas en France pour le moment, c'est plutôt dans les pays de l'Est et en Suisse, et en Allemagne. Et là, c'est les aider à devenir certifiées Salesforce et à retrouver du boulot. Et donc là, c'est un accompagnement. Elles ont du coaching dans ce programme. Et donc, je fais partie des coachs et je manage d'une certaine manière l'équipe des coachs pour ce programme. C'est parfaitement possible. Et la tech, elle a besoin de la manière de penser aussi des femmes. Elle a besoin aussi d'un certain sens pratique. Elle a besoin, de cette manière de penser différente. Parce que si on reste tout le temps avec des hommes, on aura des choses qui vont ressembler à ce que les hommes pensent. Il faut de plus en plus qu'on fasse rentrer des femmes. Aujourd'hui, nous, on n'est pas trop mal placés. On est à 33% de femmes dans les effectifs. La target très, très avancée du Women Network, c'est qu'on soit à 50-50. C'est pas encore le cas. Et je me permets d'ajouter quelque chose, Céline, parce qu'en fait, ce que tu dis par rapport par rapport aux femmes, c'est valable pour aussi d'autres formes de diversité qu'on ne peut pas forcément nommer en France. Ça aussi, c'est un sujet, parce qu'en France, quand on parle d'inclusion et de diversité, on peut mesurer la parité homme-femme, on peut parler de la place de la femme, on peut parler aussi du handicap, mais on va pas parler de diversité sociale, de diversité géographique, ethnique, école. Il y a plein d'autres formes de diversité. Et c'est aussi pour ces raisons-là que tu as évoqué que c'est important d'avoir toute forme de diversité. On a reçu dans Tademi Talks des personnes qui sont originaires d'un milieu plutôt rural, d'autres de milieux plutôt aisés, d'autres de milieux plutôt populaires, dans des quartiers de banlieue. Et en fait, c'est tout ça qui va permettre de faire entendre la voix de tous et d'avoir une société égalitaire et où on peut vivre ensemble de la meilleure des façons. Et donc, je pense qu'on a aussi
pas mal d'efforts à faire là-dessus, mais déjà qu'il y ait cette prise de conscience sur cette thématique liée aux femmes qui puisse s'étendre aussi sur d'autres, je trouve que c'est hyper important. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui te dirait ah non, mais moi de toute façon, j'ai jamais eu de chance dans ma vie, de toute façon, voilà, la tech, moi j'ai pas de chance, j'ai jamais de chance, j'arriverai pas. C'est une belle notion, cette notion de chance. Alors évidemment, la chance, c'est si tu trouves un billet de 100 euros par terre, oui, bah c'est de la chance. Mais maintenant, la chance, ça se cultive, ça se travaille. Mmh. Et quand j'entends des gens qui disent « Ah, mais qu'est-ce que tu as eu de la chance de faire ça ?» J'ai vachement bossé, notamment sur mon rôle de coach. J'ai beaucoup bossé pour avoir mon rôle de coach. J'ai demandé pendant 2 ans à rentrer dans l'équipe des coachs. Je me suis formée, j'ai travaillé. Je suis restée toujours positive. J'avais ma bonne intention. On pourrait imaginer que l'histoire que je t'ai racontée, qui parlait de ce territoire qui m'allait être enlevé et que finalement, il m'a pas été enlevé. Est-ce que finalement, mon intention et le fait d'avoir été alignée tout le temps et d'être vraiment centrée sur les bonnes choses, ça m'a pas aussi permis d'avoir cette chance. Mmh. Et je pense que c'est un état d'esprit. Le coaching peut t'aider à justement enlever, tu vois, aller enlever les endroits où tu te sens peut-être dans des endroits sombres. C'est prendre conscience de ces ombres à soi. Quand on coach, c'est aussi comprendre quelles sont mes ombres et accepter ces ombres. Et la chance, c'est parce que tu vas bosser. On ne va pas se raconter d'histoire. Un salaire à 6 chiffres, ça ne tombe pas du ciel. Il faut bosser, beaucoup bosser. Et c'est un effort, et c'est apprendre, et c'est refaire, et c'est tomber. J'adore la phrase de Churchill qui dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. » C'est qu'en fait, au bout du compte, voilà, tu vas y arriver, quoi, parce que tu bosses, tu te donnes du mal. Mais en France, on n'a pas tant cette culture-là. C'est très anglo-saxon. C'est très mal vu d'échouer. Du coup, on prend pas trop de risques. Mais c'est bien le problème. Et ça, on l'a hérité, toi et comme moi, de cette culture anglo-saxonne aussi, ce qui nous fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que j'ai à perdre à faire ce talk avec toi et faire ce que je kiffe ce micro avec une équipe derrière la caméra que j'adore aussi. Ils sont top. Bisous à vous. Mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, ça demande des efforts, et quand on se met dans ce sens-là, dans cette énergie-là, quand on se met en marche, c'est pas un slogan politique, eh bien on a quand même des résultats. On le disait au début de notre échange, tu partais quand même avec un capital confiance très bas. On peut le sentir en t'écoutant parler, et puis au fil de ton parcours que cette confiance a quand même bien augmenté. Tu disais avoir eu 1 sur 10 de confiance à 18 ans au moment du bac. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ça ? C'est quoi ton... Alors, je vais le faire à l'anglo-saxonne. Je vais dire que j'ai 10 sur 10. Et c'est pas une manière arrogante de dire que j'ai confiance en moi. C'est aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait à titre personnel, j'ai une acceptation de mes endroits où je suis justement plutôt avec mes ombres. Dans mes endroits où je suis plutôt médiocre, où je vais me dire, bon, là, j'ai pas bien fait, ou là, c'est pas à la hauteur de ce que j'attends. Au lieu de me blâmer, de me dire, c'est mal, c'est pas bien, te taper dessus, c'est aussi l'éducation judéo-chrétienne qui est comme ça, mais c'est qu'on t'explique que c'est pas bien, c'est mal, tu vas aller en enfer. Très culpabilisant. Oui, on aime beaucoup dire aux gens, ça va pas, c'est pas bien, alors que c'est bien l'inverse, quoi, c'est au contraire. Mais bon, oui, c'est comme ça, et c'est OK, et c'est apprendre à s'aimer dans les endroits où on n'est peut-être pas au top, ou en tout cas ce qu'on imaginerait être au top. Et c'est ça que je dirais, c'est vraiment aussi un 10 sur 10, mais un 10 sur 10 qui a été travaillé, qui continue de travailler, parce que ça pourrait m'arriver peut-être de retomber un moment, parce que je peux avoir des moments de doute, et ça, tout peut arriver dans la vie de ce point de vue-là. Mais je pense que c'est ça, c'est s'aimer dans sa parfaite imperfection. Parce que c'est ça, nous sommes tous parfaitement imparfaits. Et c'est une chance de pouvoir avoir, tu vois, des outils comme le coaching pour te permettre de dire, OK, ça, c'est pas mon point fort. Et c'est très bien parce que j'ai d'autres points forts. Et que mes autres points forts, ils ont tel et tel avantage. Et ça, je pense que c'est super important. Non, mais en tout cas, ce sont de très belles paroles. Et je pense que ce qui ressort aussi de tout ça, moi, ce que ça m'évoque, c'est le sentiment d'être en paix, qui contraste avec le fait d'être un peu constamment tourmenté. Parce que justement, on n'accepte pas aussi certaines part d'imperfection, comme tu le dis, et moi c'est vraiment c'est l'idée qui me vient quand je pense à toi, c'est ce que tu dégages, cette sérénité, ce sentiment d'être en paix, où je sens que tu as fait ce travail avec toi-même. Je vais en profiter du coup pour te remercier à nouveau pour conclure notre échange. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, et je vais en profiter pour dire quelques mots aussi. Tu le sais, je te l'ai déjà dit à quel point tu es une personne hyper importante pour moi. Et je me permets de te le redire face à face au micro de Time Talks, parce que tu m'as appris
énormément de choses, tu m'as apporté énormément de choses et j'ai compris aussi à travers toi que je devais pas avoir honte de qui j'étais, que je devais pas rougir de briller et d'aider les autres à ma façon. Et voilà, c'est une relation très forte qu'on a et voilà, d'habitude, moi qui ai toujours les mots, là je ne les trouve plus parce que j'ai cette émotion qui me submerge un petit peu, mais voilà, merci pour tout ce que tu fais, que ce soit pour moi, pour les autres. Merci d'être un soutien indéfectible dans cette aventure Tademy depuis les tout débuts. Merci d'accompagner certains de nos profils à l'avenir pour les aider à passer un cap dans leur carrière dans la tech. Puis voilà, nul doute que continuera à se suivre longtemps. Oui, un grand merci à toi. Je suis très émue par ce que tu me dis et tu sais que du fond du cœur, voilà, tu sais que je trouve que l'homme que tu es est absolument merveilleux et rayonnant et que c'est un cadeau que tu le donnes aux autres et ça c'est absolument extraordinaire et tu as cette capacité de transmission aussi et je sais que c'est aussi quelque chose qui nous unit très fort parce qu'on aime ça et parce qu'on sait que c'est important et merci de me donner le temps de micro, là je suis vachement contente. Bon, on espère qu'entre-temps là on aura une bonne nouvelle de la part de ta fille qui va nous annoncer ça, mais c'est vrai que voilà, je pense que tout ce que tu fais, c'est pareil pour moi. Tu le fais avec le cœur, avec cette bonne intention, avec toujours cette volonté d'avoir un impact positif. On n'est pas dans le bullshit, le coaching, machin. On est vraiment sur du concret. Et je sais que toi comme moi, on est animé par ça, par cette volonté d'impact, par cette volonté de sens, vraiment. Et donc, voilà, je nous souhaite que ça continue encore longtemps. Céline, je t'embrasse et je te remercie encore. Merci beaucoup, Sofiane. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser votre avis. Et si vous ne l'avez pas aimé, laissez-nous quand même votre avis. On est dans le constructive feedback, tout nous, à fait, Céline. tout à fait, pas de problème. Et puis, prenez bien soin de vous. À bientôt.